Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, la situation en Europe est complètement bouleversée. Donald Trump montre des signes d'hostilité vis-à-vis de l'Union européenne, l'Europe se sent menacée, l'Ukraine plonge dans l'inconnu, et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a rencontré Donald Trump aujourd'hui. Alors au moment où j'enregistre, je suis justement sur place à Washington. On fait partie des médias qui ont réussi à obtenir une accréditation presse à la Maison Blanche. J'ai d'ailleurs réussi à poser 2 questions à Donald Trump lorsque l'on était avec les autres journalistes dans le bureau ovale. Vous pourrez retrouver ce reportage plus long sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. Ça sortira cette semaine. Ou alors, dès maintenant, vous pouvez retrouver certaines coulisses de mon reportage directement sur Instagram. Je pense que vous le savez, le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Alors, quel était l'objectif d'Emmanuel Macron en rencontrant Donald Trump? Que retenir de cette rencontre et qu'est-ce qui fait débat? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors, pour dire les choses simplement, il y avait aujourd'hui 3 points majeurs au menu de cette rencontre. Le premier sujet que l'on peut évoquer rapidement, le plus évident, c'est la question de la guerre en Ukraine. Alors on va pas refaire tout le film, je pense que vous êtes nombreux à suivre ce format d'actu du jour régulièrement, mais ces derniers jours, Donald Trump s'est très fortement rapproché de Poutine. Il a déclaré que Zelensky était un dictateur, et pour l'instant, globalement, il a exclu l'Ukraine des négociations pour la paix justement en Ukraine. Il a même déclaré que la présence de Zelensky à ces discussions n'était, je cite, pas très importante. Aujourd'hui, ça fait pile 3 ans que la Russie a entamé son invasion à grande échelle de l'Ukraine. Ça fait 3 ans donc que la Russie a démarré son annexion de certains territoires ukrainiens. Jusqu'ici, je ne vous apprends rien, l'aide américaine était massive, mais avec Trump, la position est bien différente. Trump s'oppose à cette aide qui avait été initiée par Biden, et aujourd'hui, Trump a une approche beaucoup plus transactionnelle, voire commerciale, dans la situation actuelle. En réalité, et ses conseillers ne le cachent pas, Donald Trump est surtout intéressé par l'idée d'une exploitation américaine de minerais qui sont présents en Ukraine. Il faut savoir que c'est une idée qui avait été suggérée par Zelensky à l'époque, mais que Trump pousse désormais à fond. Sur ce point, Donald Trump a notamment affirmé que Volodymyr Zelensky pourrait venir à la Maison Blanche cette semaine ou la suivante. Affaire à suivre donc. Alors selon plusieurs médias, il y a eu une première proposition américaine d'exploitation de ces minerais qui a été refusée par Zelensky. Mais Zelensky a aussi déclaré qu'il reviendrait avec une contre-proposition en échange potentiellement donc de garanties de sécurité face à la Russie. Alors ici, et d'autant plus si Zelensky refuse de céder ses minerais aux États-Unis, Trump pourrait être tenté de s'aligner encore davantage avec Poutine et tenter donc de forcer l'Ukraine à signer un accord d'arrêt des combats, un accord qui pousserait potentiellement l'Ukraine à céder une partie de son territoire, alors qu'aujourd'hui la Russie contrôle environ 20% du territoire ukrainien envahi depuis 2022. Un tel accord serait évidemment vécu comme un terrible échec pour les Ukrainiens, et ici on a pu l'entendre lors d'un live diffusé la semaine dernière sur son compte. Emmanuel Macron est persuadé qu'il peut convaincre Donald Trump qu'un tel accord serait perçu comme une faiblesse américaine face à Vladimir Poutine. Or, Emmanuel Macron est aussi persuadé que Trump n'a pas intérêt à apparaître comme faible face à la Russie, au risque par exemple que la Chine se dise qu'elle est capable donc d'en profiter et d'envahir par exemple Taïwan. On aura l'occasion de reparler de ce sujet-là dans les prochaines semaines. Au passage, dans le bureau ovale, j'ai demandé à Donald Trump comment il décrivait Poutine, étant donné qu'il qualifie Zelensky de dictateur. Voici ma question et sa réponse. Mr. President, you called Zelensky a dictator. Would you use the same words regarding Putin? I don't use those words lightly. I think that we're going to see how it all works out. Let's see what happens. I think we have a chance of a really good settlement between various countries. And, you know, you're talking about Europe and you're talking about Ukraine as part of that whole situation. The other side has a lot of support also. So let's see how it all works out. It might work out. Look, you can never make up lives. The one thing you can make up the money, but you can't make up the lives. A lot of lives lost. I think probably a lot more lives than people are talking about. It's been a rough war. But I think we're close to getting it solved. Premier sujet important donc évidemment la question de la guerre en Ukraine, et ça rejoint le second sujet très important, c'est la question de la sécurité de l'Europe. Ce que l'on peut noter d'abord, c'est qu'il y a au sein de l'Union européenne la crainte d'une menace venant de la Russie, y compris une menace militaire. On en a déjà parlé, un rapport des renseignements danois alerte notamment sur le risque d'une attaque russe à grande échelle sur l'Europe d'ici 5 ans, et ce notamment si l'OTAN apparaît comme affaiblie. L'OTAN, c'est donc l'alliance militaire de pays
occidentaux menés par les États-Unis, il y a un principe important de l'OTAN, c'est l'article 5 qui dit que si un pays de l'OTAN est attaqué, tous les autres pays doivent le défendre, sauf que Donald Trump a déclaré qu'il ne comptait pas nécessairement défendre les pays européens qu'il accuse de ne pas contribuer suffisamment au budget de défense. Et effectivement, factuellement, pour un certain nombre de pays, eh bien la contribution au budget de la défense n'est pas à la hauteur de ce qui est censé être engagé au vu des traités de l'OTAN. Alors là-dessus, il y a une question de défense européenne. On a vu plusieurs pays européens ces derniers jours, dont la France, militer pour davantage d'investissements. On voit que certains pays ces derniers jours, notamment la Pologne, réarment déjà massivement. Mais l'autre question ici, c'est tout de même la question de l'Ukraine. En effet, ici, l'Europe craint que s'il y a un accord sur un arrêt des combats, mais sans garantie de sécurité pour l'Ukraine, eh bien la Russie, à terme, pourrait être tentée de reprendre son invasion de l'Ukraine et de reprendre donc les combats. Ici, plusieurs pays européens, que ce soit la France ou encore le Royaume-Uni, militent donc pour une présence de soldats européens en Ukraine, alors pas sur le front directement, mais à l'arrière pour donc soutenir l'Ukraine. Sauf que les pays européens souhaitent aussi que tout cela soit appuyé par les États-Unis. Alors c'est un terme un peu technique, mais c'est ce qui est appelé parfois un backstop. Ce serait donc un soutien, une sorte d'appui par les États-Unis, avec l'objectif donc d'obtenir une garantie de sécurité pour les Ukrainiens, mais aussi pour l'Europe derrière, dans l'objectif de dissuader la Russie de s'en prendre derrière à d'autres pays européens ou de s'en prendre davantage à l'Ukraine. Sur ce point, la question du soutien américain n'a pas été complètement tranché visiblement, mais il estime que selon lui, Poutine serait OK sur une présence de troupes européennes en Ukraine, une déclaration que l'on peut juger étonnante puisque l'on sait que cela constitue une ligne rouge pour Poutine depuis le début. Affaire à suivre donc sur ce sujet. Enfin, le dernier volet des discussions, c'était la question de la guerre commerciale. Là aussi, on en a parlé, Donald Trump a menacé à plusieurs reprises d'imposer des hausses de droits de douane sur les produits européens qui sont exportés de l'Union européenne, qui arrive donc au sein des États-Unis. Alors là-dessus, on a eu relativement peu d'informations, mais ce qu'on peut quand même noter, c'est que le ministre de l'économie français, Éric Lombard, a participé à ce déplacement côté français, et ça ne fait donc aucun doute sur le fait que le sujet a été abordé. Alors sur ce point, toujours dans le bureau ovale, j'ai demandé à Donald Trump s'il comptait augmenter ses droits de douane sur les produits européens, comme il a menacé de le faire ces derniers jours. Voici ma question et sa réponse. Mr. President, you've talked about increasing the tariffs on products from the European Union. Is that still something you want to do today? Well, it's not increasing, it's reciprocal. So whatever they charge us, we're charging them. So it's not a question of increasing. If they charge us 20%, we charge them 20%. If they charge us 30 or 40%, then we do that too. It's reciprocity. So reciprocal. Whatever they charge us, we charge them. Et un peu plus tard, en conférence de presse, Emmanuel Macron a déclaré que l'objectif était qu'il y ait une concurrence juste entre les États-Unis et l'Europe. À voir donc ce que cela veut dire dans les prochains jours. Bref, vous l'aurez compris, à travers tous ces sujets, il y a donc en réalité la question du rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et c'est ce rapprochement que craint l'Europe. Il y a aussi la question de la relation entre les États-Unis et l'Europe. En gros, la France et l'Europe doivent-ils considérer les États-Unis comme un allié ou alors comme un adversaire dans la situation actuelle? Alors est-ce que cette rencontre portera ses fruits? Dur de dire évidemment aujourd'hui. En 2022, Emmanuel Macron avait rencontré Vladimir Poutine quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine. Une rencontre donc qui n'avait pas permis du tout de stopper Vladimir Poutine et son projet donc d'invasion de l'Ukraine. Alors évidemment aujourd'hui la situation et l'enjeu n'étaient pas tout à fait le même, mais tout de même il faudra observer tout ça dans les prochains jours. À noter qu'Emmanuel Macron n'est pas le seul à rencontrer Donald Trump puisque Keir Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni, s'y rend lui aussi dans quelques jours. On aura l'occasion donc de suivre tout ça cette semaine. Quoi qu'il en soit, je vous le disais, j'étais sur place aujourd'hui en tant que média accrédité à la Maison-Blanche pour suivre cette rencontre et ce déplacement. J'ai publié plusieurs mini-reportages sur notre compte Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. N'hésitez pas à vous abonner. Mais on sort aussi un format plus long avec différentes voix, différentes paroles pour montrer donc tout ce qui fait débat et la diversité en quelque sorte des regards sur le sujet. Ce sera disponible sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. Je vous mets le lien directement en description. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Au Proche-Orient, Israël s'est dit prêt à reprendre les combats à Gaza à tout moment, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ce dimanche, alors que la première phase du cessez-le-feu est censée prendre fin le 1er mars. Benyamin Netanyahou a également suspendu la libération de prisonniers palestiniens prévue dans le cadre de l'accord de trêve. Israël devait libérer 602 prisonniers palestiniens ce week-end, après que le Hamas a libéré 6 otages ce samedi. Concrètement, Israël reproche au Hamas d'exhiber les otages sur des
des podiums face à la foule avant de les remettre à la Croix-Rouge. Le premier ministre israélien demande donc au Hamas de mettre fin, je cite, à ces cérémonies humiliantes. De son côté, le Hamas accuse Israël de mettre en grave danger tout l'accord de trêve. Concernant les otages, la famille Bibas a confirmé avoir bien reçu ce vendredi le corps de l'otage Shiri Bibas, tué pendant sa captivité avec ses 2 enfants. La veille, le corps d'une autre femme avait été transféré à sa place par le Hamas. Concernant les 2 enfants Bibas, l'autopsie demandée par l'armée israélienne a établi qu'ils avaient été tués à main nue par le Hamas. Et toujours au Proche-Orient, Israël a envoyé des chars en Cisjordanie. C'est la première fois depuis 2002 qu'Israël envoie des blindés dans ce territoire palestinien occupé. L'armée dit mener une opération antiterroriste alors que 3 bus ont explosé jeudi soir dans la banlieue de Tel Aviv sans faire de blessés. Deuxième actu, les élections législatives allemandes se sont déroulées ce dimanche. Le parti conservateur a remporté les élections avec 28,6% des voix selon les résultats définitifs. Le parti d'extrême droite, l'AfD, est arrivé en 2e position en obtenant près de 20,8% des voix. C'est le meilleur score du parti de toute son histoire et donc depuis sa fondation en 2013. De son côté, le parti des sociaux-démocrates, le SPD, représenté par le chancelier allemand Olaf Scholz, est arrivé en 3e position avec 16,4% des voix, soit son pire score depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Friedrich Merz, le leader du parti conservateur qui a gagné les élections, est donc pressenti pour remplacer Olaf Scholz avec l'intention de créer un gouvernement aussi vite que possible. Pour obtenir une majorité, il devra former une coalition, possiblement avec le parti social-démocrate d'Olaf Scholz. Il a exclu toute alliance avec l'extrême droite, on suivra ça. Troisième actu, un attentat a eu lieu ce samedi après-midi à Mulhouse. Un homme armé d'une arme blanche a attaqué des policiers. Une personne qui a tenté de s'interposer est morte et plusieurs policiers ont été blessés, dont 2 grièvement selon le parquet national antiterroriste. Le principal suspect a été arrêté, il a 37 ans, il s'agit d'un Algérien arrivé illégalement sur le territoire français en 2014 selon le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Le suspect avait déjà été condamné à 6 mois de prison fin 2023 pour apologie du terrorisme peu de temps après le massacre du 7 octobre en Israël. Lors de sa détention, le suspect a fait l'objet d'une expertise ayant détecté un profil schizophrène selon le ministre. Lors de sa condamnation le 9 décembre, le psychiatre n'avait pourtant décelé aucune anomalie mentale. Depuis sa sortie de prison, il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, donc une OQTF, mais l'Algérie aurait refusé de le reprendre à 10 reprises, toujours selon Bruno Retailleau. Selon Emmanuel Macron, il s'agit d'un acte de terrorisme islamiste qui ne fait pas de doute. L'homme aurait crié Allahu Akbar, ce qui signifie Dieu est plus grand en arabe, à plusieurs reprises, selon des témoins à l'AFP. Quatrième actu, Mohamed Amra, le fugitif le plus recherché de France, a été arrêté ce samedi en Roumanie et devrait revenir en France dans les 30 prochains jours. Le narcotrafiquant était en fuite depuis son évasion lors d'un transfert de prison le 14 mai 2024 au niveau d'un péage autoroutier à Incarville dans l'Eure, et 2 agents pénitentiaires avaient été tués dans l'attaque du fourgon qui le transportait. Lors de son arrestation, Mohamed Amra s'était teint les cheveux et la barbe en roux. Selon le ministère de l'Intérieur roumain, le fugitif s'était rendu à Bucarest pour, je cite, faire des opérations esthétiques avant de s'enfuir en Colombie. Au total, au moins 24 personnes soupçonnées d'être liées à la cavale de Mohamed Amra ont été arrêtées depuis samedi. Mohamed Amra devrait d'ailleurs être remis aux autorités françaises dans les prochaines semaines. Cinquième actu, on voulait vous parler d'un autre procès hors norme qui s'est ouvert ce lundi, 3 mois après la fin du procès des viols de Mazan. Il s'agit de l'affaire de Joël Le Squarnec, aujourd'hui âgé de 75 ans. C'est un ancien spécialiste de la chirurgie digestive accusé d'avoir violé et agressé sexuellement 299 patients pendant 30 ans dans une dizaine d'hôpitaux en Indre-et-Loire, en Bretagne et en Charente-Maritime. La plupart de ces victimes étaient mineures au moment des agissements et presque toutes ont été victimes du chirurgien lorsqu'elles étaient endormies lors d'opérations dans divers hôpitaux de l'Hexagone. Le procès, prévu jusqu'au 20 juin, se penchera sur les défaillances institutionnelles dans les milieux médicaux où évoluait l'accusé. Arrêté en 2017, Joël Le Squarnec a déjà été condamné à 15 ans de prison en 2020 pour viol et agression sexuelle sur 4 enfants dont 2 nièces. Il encourt cette fois-ci une peine maximale de 20 ans de prison. Et on termine avec cette actu. Ce lundi a marqué le 3e jour du Salon de l'Agriculture à Paris. De nombreux représentants politiques se sont déjà rendus sur place comme Emmanuel Macron, le Premier ministre François Bayrou, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard ou encore le président du Rassemblement national Jordan Bardella. Le Parlement a d'ailleurs adopté 2 jours avant l'ouverture du salon la loi d'orientation agricole qui érige notamment l'agriculture au rang, je cite, d'intérêt général majeur, avec un principe selon lequel les produits phytopharmaceutiques, une catégorie spécifique de pesticides, ne pourraient être interdits sans solution alternative économiquement viable. De son côté, François Bayrou reconnaît que tous les problèmes ne sont pas résolus. Merci beaucoup Samy pour ces actualités en bref. Alors je le disais, pour plus d'actualités, rendez-vous sur Instagram, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Merci pour votre confiance, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.